Bonsoir et bienvenue sur Objectif Gare. Il est 19h, c'est l'heure. Bon, Coralie, ça faisait un moment. Beaucoup de semaines. Effectivement. Depuis la dernière salve de l'émission 19h le live, le 15 mai dernier, précisément 24 longues semaines que je n'ai pas beaucoup eu l'occasion de faire trembler Romain Curin, notre réalisateur, que je n'ai pas stressé mes journalistes et que je n'ai pas dit quelques minutes avant le direct, ce serait bien qu'on fasse une répète. Ce soir, on est de retour pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est de nouveau le confinement ou le reconfinement. Je ne sais plus trop. Ensuite, parce que je ne compte plus le nombre de personnes qui nous ont dit « ce serait bien que vous refassiez cette émission ». Sachez en tout cas que c'est un immense plaisir ce soir d'être à nouveau à vos côtés pour cette fenêtre d'information en direct chaque soir. Alors ce soir, on aura un invité, un reportage, la minute reconfinement, mais il y a surtout pas mal de nouveautés. Et en premier lieu, vous le découvrez, un nouveau plateau. Alors si vous êtes prêts, je vous propose d'abord de faire un petit retour en arrière. Bonsoir et bienvenue sur Objectif Gare. Il est 19h, c'est l'heure de 19h, le live. Jingle. Ce soir, au sommaire de notre émission, c'est le président de Nîmes Métropole qui sera sur notre plateau dans quelques instants. Franck Proust fera le point pour Objectif Gare sur l'organisation des services de l'agglomération nîmoise après les annonces de reconfinement. On parlera bien évidemment de l'actualité politique du moment. Dans une seconde séquence, on vous proposera notre reportage du jour à 48 heures de la rencontre à huis clos face à Metz. Le Nîmes Olympique espère enfin décrocher une victoire après les défaites contre le Paris Saint-Germain et à Bordeaux. On accueillera ensuite en plateau notre journaliste Boris Boutet qui nous donnera les enjeux de cette rencontre, mais cette fois-ci côté messin, puis c'est notre journaliste Corentin Corget qui nous donnera des nouvelles du village d'Aubord. Et oui, c'est l'une des nouveautés. Désormais, chaque soir, on fera le tour des petites communes du Gard pour comprendre comment elles s'adaptent aux enjeux sanitaires. Vous retrouverez la minute reconfinement et on terminera l'émission par les prochains titres développés par la rédaction d'Objectif Gare et en musique ce soir avec le DJ nîmois Greg Delon. Merci tous d'avoir choisi 19h le live. Place aux 24h Actu. Et pour le 24h Actu de ce soir, on accueille Coralie Mollaret. Bonsoir Coralie. Bonsoir Abdel, bonsoir Monsieur Proust. Bonsoir Coralie, et puis surtout, permettez-moi de vous souhaiter un très très bon anniversaire. Merci Monsieur Proust. Allez, on démarre tout de suite ce soir, Coralie, avec à Nîmes, la vitrine de magasin vandalisée cette nuit. Et oui, le gérant ne voulait plus de femmes voilées. C'est la pancarte qu'il a affichée sur son commerce dans le quartier de la Croix de Fer. Ce matin, vers 5h, des personnes ont bloqué les routes avec des poubelles et ont cassé sa vitrine, témoigne un riverain. Notre journaliste Boris Delacruz est parvenu à recueillir le témoignage de l'épicier, visiblement paniqué, dépassé. « J'ai fait une grosse bêtise », regrette-t-il, recevant des centaines de messages de haine sur les réseaux sociaux. L'homme paniqué a déposé plainte et une enquête est en cours. On poursuit avec ce message de paix du père mêlé à Nîmes après le terrible attentat de Nice. Un message apaisant qui fait du bien. La fraternité doit mettre fin à ces idéologies haineuses. Voilà en substance ce qu'a dit l'archiprêtre Luc Mélé. Une réaction après l'attentat de Nice hier où un assaillant a tué 3 personnes dans une basilique. Ce drame fait bien entendu écho à l'assassinat du père Hamel en 2016 à Saint-Étienne-du-Rouvray. Aujourd'hui à 17h, une prière pour les victimes niçoises a été récitée depuis la cathédrale de Nîmes.
Un mot sur le confinement, d'abord dans le Gard, puisque plusieurs commerces dits non essentiels n'ont pas tiré finalement leur rideau. Et oui, vous l'avez compris, alors ce confinement, reconfinement n'est pas identique à celui de mars au commerce alimentaire. D'autres peuvent maintenir leur activité et la liste est longue, pas tous, mais la liste est quand même longue. Alors ce matin, la Fnac, Darty, Boulanger étaient ouverts. Ils bénéficient d'une dérogation pour répondre aux besoins des salariés qui font du télétravail. Les magasins de bricolage sont eux aussi ouverts. En revanche, vous ne pourrez pas aller chez votre libraire, vous ne pourrez pas aller chez votre coiffeur. D'ailleurs, Abdel, j'ai vu que vous avez pris vos précautions puisque vous étiez allé. Exactement. Ce dernier ne pouvant malheureusement pas livrer à domicile, et c'est le cas de beaucoup de petits artisans. Le gouvernement a promis toutefois de réévaluer la liste des commerces ouverts dans 15 jours. Et sur ce 24 heures actu, Coralie, forcément, on ne pouvait pas passer à côté de la politique locale. Hier soir, c'est le nouveau président du CITOM, Richard Tiberino, qui a été élu. Je crois que M. Proust le connaît plutôt bien. Et oui, alors l'élection s'est déroulée hier soir sur le site de l'incinérateur. Et c'est une élection, une fois n'est pas coutume, insolite, puisque l'élu nîmois était absent. Ah, qu'est-ce qu'il avait? Richard Tiberino a eu une grosse grippe. Alors on ne sait pas si c'est le Covid. Est-ce qu'il a fait le test? Pas encore. On n'a pas les résultats en tout cas, donc on espère qu'il se rétablisse. Alors le CITOM, vous savez, c'est le syndicat de gestion des déchets du sud du Gard. Il regroupe 80 communes. Pour Richard Tiberino, la tâche ne sera pas simple puisque c'est ça le cœur du sujet. Il devra renégocier le contrat de gestion de l'incinérateur qui prendra fin en 2023. Et puis un mot sur le Sénat, puisque les sénateurs du Gard sont divisés sur la gestion de la crise. Oui, et puis vous vous souvenez, la campagne des sénatoriales, on a particulièrement bien suivi sur Objectif Gard, et la Chambre haute du Parlement, composée de 3 élus du Gard, continue de jouer son rôle de contre-pouvoir. Alors hier, le Premier ministre a demandé la confiance des élus dans la gestion de l'épidémie. À droite, sans surprise, Laurent Burgoa, Vivette Lopez ont voté contre. Pour eux, le reconfinement traduit l'échec du gouvernement, de sa stratégie en matière de crise sanitaire, de gestion de la crise sanitaire. De son côté, le groupe PS, dont Denis Boide a accordé, lui, sa confiance. Et ce vendredi, les sénateurs ont modifié le texte sur la prolongation de l'état d'urgence, beaucoup souhaitant limiter le recours aux ordonnances de l'État dans la gestion de notre vie démocratique. Merci beaucoup Coralie, vous restez avec nous puisqu'on va interroger tout de suite Monsieur Franck Proust qui est avec nous et qui nous a fait le plaisir d'être notre invité. Bonsoir Monsieur Proust. Bonsoir Abdel Samari. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir pour le retour de 19h le live. Finalement un peu comme un clin d'œil puisque le 15 mai dernier, vous étiez avec nous également pour la dernière de la première salve que nous avions proposée à l'occasion du confinement du printemps dernier. C'est vrai, c'est un moment d'ailleurs sympathique, pas mal d'humour, mais c'est un moment rempli d'espoir et je ne pensais pas revenir pratiquement 6 mois, même pas 6 mois après, dans de telles circonstances. Et d'ailleurs, c'est l'une des premières questions que l'on souhaitait vous poser autour de la crise sanitaire, bien entendu. On va rentrer dans le détail, mais cette semaine, entre la crise sanitaire, entre l'alerte attentat, on sent bien que le pays, et ici aussi bien évidemment dans le Gard, et à Nîmes en particulier, on est inquiet, on est aussi excédé. Vous, dans quel état d'esprit vous êtes en tant qu'homme politique? Inquiet, angoissé, comme la plupart des Français, et qui plus est ici, puisque j'étais encore en visioconférence tout à l'heure avec monsieur le préfet. On faisait un parallèle. Aujourd'hui, le Gard, c'est un peu Mulhouse de la première vague. Et je suis un peu à la fois consterné, même si ce sont des conditions difficiles, que toutes les décisions sont difficiles à prendre. Mais comme disait Philippe Juvin, qui est l'urgentiste de Pompidou, qui est un de mes anciens collègues au Parlement européen, les mesures qui ont été prises étaient des mesures incontournables, mais par rapport à une situation inacceptable. Parce que j'ai l'impression qu'on ne s'est pas servi de l'expérience de la première vague. Qu'est-ce qui a changé depuis le mois de mai? On avait eu des effets d'annonce. Combien il y a eu de lits de réanimation de créés? Est-ce qu'il y a eu du personnel hospitalier qui a été embauché? Donc, j'ai l'impression que la France, sur ce type d'événement, subit. Et aujourd'hui, quand on regarde par rapport aux autres pays européens, on est quand même un des pays les plus touchés. Et après, il y a un certain nombre de décisions. Parce que à ce moment-là, vu la gravité de la situation, on reconfine, mais on reconfine véritablement. Parce que ma crainte aujourd'hui, le couvre-feu ne pouvait pas résoudre le problème. C'est que on remet les enfants à l'école, il y a un certain nombre, et Coralie Mollaré en a parlé tout à l'heure, de secteurs qui continuent à travailler normalement. Ce matin, à Nîmes,
j'ai pris ma voiture comme chaque matin, j'avais pas l'impression qu'il y avait forcément un reconfinement, peut-être un peu plus dans l'après-midi. Donc ce que je crains, c'est que le virus continue à circuler et qu'à la mi-novembre, non seulement on ne réouvre pas les commerces, mais qu'on ait une situation beaucoup plus sévère pour essayer de sauver. Mais comment on fait clairement aujourd'hui? Moi, j'aurais Comment on préféré fait entre une aller- crise sanitaire et à la fois qui oblige à prendre des décisions et probablement des décisions injustes et une économie qui, en face, bien évidemment, va que subir? Non, mais vu la gravité de la situation, à ce moment-là, peut-être il fallu de dire je reconfine, mais un reconfinement de type de ce qu'on avait vécu au mois de mars, de manière à sauver la fin de l'année, à avoir une vie normale à partir de décembre et sauver ce qui est sauvable, entre guillemets. Parce que là, aujourd'hui, encore une fois, on reconfine, mais de manière, excusez-moi, un peu entre guillemets, avec du en même temps. Et il y a des distorsions de concurrence. Coralie, tout à l'heure, faisait part un petit peu des commerces. Expliquez-moi pourquoi, chez le maroquinier, chez le libraire, chez le fleuriste, alors qu'on peut rentrer à 2 ou 3 personnes avec du gel, le virus va plus circuler qu'un samedi après-midi à Carrefour ou ailleurs, où on va pouvoir acheter des livres, ou à la FNAC, ou à Boulanger. Enfin, attendez, qu'on soit véritablement cohérent. Que les magasins dans l'alimentaire soient ouverts, c'est tout à fait logique. Mais après, n'engendrons pas au travers de ce confinement, j'allais dire, une distorsion de concurrence qui va pénaliser les plus fragiles, quelque Et part. qu'est-ce qu'on fait, selon vous? Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Si vous étiez à la place du gouvernement, vous feriez quoi, monsieur Vous savez, Proust? quelle que soit la décision, compliquée. Mais comme je vous le dis, j'aurais pris un confinement comme au mois de mars, c'est-à-dire plus d'enfants à l'école, on referme le milieu économique, 4 semaines, et pour mieux redémarrer après en décembre. Là, ce que je crains, c'est qu'on ait un confinement qui n'engendre pas les résultats escomptés, parce que la santé est une priorité. Et après, bien sûr, l'économie aussi, parce qu'il ne faut pas que la crise sanitaire engendre une crise économique qui engendre une crise sociale. Je vous l'accorde. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est tout et pas grand-chose à la fois. Selon vous, l'objectif du président de la République, puisqu'il a annoncé, on a 40 000 personnes tous les jours qui sont Covid+, et son objectif, c'est d'atteindre les 5 000 pour éventuellement 5 000 par jour, pour éventuellement sortir de cette étape de reconfinement. Pour vous, c'est impossible à ce stade, dans le cadre des mesures qui ont été mises en place? Je ne suis pas un expert. Ce que je demande, c'est de la cohérence. Quand je vois le seuil de gravité de la situation, j'ai des doutes et je pense qu'il eût été préférable d'avoir un confinement un peu plus dur sur un laps de temps relativement court pour sauver la fin d'année. Mais ceci étant, l'avenir nous le dira et j'espère me tromper. J'espère qu'au contraire, au 15 novembre, on pourra réouvrir des commerces et revivre à peu près normalement. Parlons de la crise peut-être au niveau local et de Nîmes Métropole. En mars dernier, ce n'était pas vous qui étiez président de Nîmes Métropole. Aujourd'hui, vous l'êtes. Comment vous gérez cette crise sanitaire ? D'abord, je le gère et j'étais ce matin avec Jean-Paul Fournier à 8h avec l'ensemble des maires et des relations avec la ville-centre parce que je ne vois pas comment gérer une crise Covid de manière efficace sans travailler avec la ville-centre. Je ne prendrai que la compétence transport. Bien évidemment, il y a des enjeux qui sont importants. Après, on avait déjà pris au mois de juillet, vous vous souvenez, c'était une des premières délibérations au sein du Conseil communautaire où j'avais pris un geste fort avec un impact financier lourd, l'exonération de CFE pour l'ensemble des entreprises du tourisme, de l'événementiel et de la culture, impact 1 million d'euros, financé à 50% par l'État. Globalement, la gestion de la première vague, c'est 850 000 euros, auxquels on peut rajouter déjà les 600 000 euros. Ça concernait 800 entreprises, hein, pardon. Pardon, oui, c'est ça. Ensuite, il y avait une enveloppe qui a été travaillée avec la région, d'environ 3,2 millions, 3,3 millions. Il y a 1,4 million qui a été dépensé. Donc, on va voir comment aider et accompagner les entreprises qui souffrent. Je vois Henri Brun à 8h lundi matin, Éric Giraudier à 9h30 pour faire des annonces également sur l'économie et le transport mardi lors d'un point presse qui sera établi. Moi, ce que je veux, c'est de la cohérence aussi. Mais là, ce que vous nous dites, c'est que la crise, aujourd'hui, vous l'abordez d'un point de vue économique, puisque c'est la compétence de Nîmes Métropole. C'est de soutenir les Bien entreprises. entendu. Par exemple, la ville de Nîmes, regardez, distribuer des masques, les maires s'occupent des problèmes spécifiques de la cité, des plus vulnérables ou autres. Moi, ma compétence, c'est le transport, c'est l'économie, mais c'est aussi la continuité du service public.
publics, notamment la collecte des ordures ménagères. Ça, on va en parler, mais ce qui est compliqué aujourd'hui pour aider les entreprises, c'est que pour l'instant, on l'a dit, beaucoup d'entreprises restent ouvertes, d'autres sont fermées, donc vous ne pouvez pas cibler aujourd'hui les aides pour ce mois de confinement. C'est la raison pour laquelle je veux travailler avec les consulaires, sachant que l'État a décentralisé la responsabilité des aides aux organismes consulaires avec cette notion de guichet unique. Parce que moi-même qui suis chef d'entreprise, pour aller chercher des aides, alors certaines sont cumulables, d'autres ne le sont pas, à qui on doit s'adresser, à la collectivité, à la chambre de commerce, à la chambre de métier, à la chambre... C'est compliqué pour un chef d'entreprise. Donc je veux, avec les organismes consulaires, travailler, sur la communication, faciliter le parcours pour l'octroi des aides, et puis derrière, une des responsabilités de l'agglo dans la continuité du service public, ça va être, et c'est pour ça que j'ai demandé à mon directeur général des services, de bien veiller à ce que la continuité des appels d'offres, l'instruction des permis de construire. Oui, parce que vous avez 500 fonctionnaires qui s'occupent de ça au quotidien. Voilà, 550 fonctionnaires, il y en a 400 qui peuvent travailler en télétravail, mais ceci étant, on nous a demandé aussi, et d'ailleurs le président de la République, il a dit je compte sur les maires, je compte sur les présidents de PCI pour surmonter cette crise. C'est un effort collectif qui doit être mené. Vous avez les moyens de leur faire du télétravail? Vous avez le oui, matériel nécessaire? on a engagé, on a investi dans des ordinateurs, mais j'ai demandé aussi beaucoup de présentiel, parce que mes conducteurs de travaux, ceux qui instruisent les appels d'offres, même à la DRH, l'ensemble des dossiers n'est pas dématérialisé. Donc il y a des choses qui sont possibles au niveau du télétravail. Par exemple, la communication peut être possible, mais dans des services, la notion de télétravail est pratiquement impossible, ne serait-ce que pour la relance de l'économie. Sur les délais de paiement aussi, c'est très important, parce qu'aujourd'hui, la trésorerie est un élément essentiel dans nos entreprises. L'agglomération, on en a parlé suffisamment à la rentrée du mois de septembre, puisque vous avez fait un état des lieux des finances. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut se dire que ce reconfinement va à nouveau peser sur les finances de l'agglomération? Et est-ce que de ce point de vue-là, vous êtes inquiet? Je suis inquiet, oui, parce que bien évidemment, mon budget est corrélé à l'activité économique. Alors, on n'a pas le même type de confinement qu'au mois de mars. Donc, on essaye de mettre en place des indicateurs, ce qui n'avait pas été fait, et puis on va essayer d'appréhender et d'intégrer dans ma commission de redressement l'impact éventuel du Covid. Mais le Covid, ça va au-delà de l'impact purement financier. J'étais avec Carole Delga en visioconférence avant-hier. Vous savez que j'ai rencontré le maire de Montpellier, le maire d'Arles. Bon, j'ai une préoccupation avec le devenir de l'aéroport. On avait des combats qui étaient difficiles à mener. Mais le Covid rend encore ces combats beaucoup plus difficiles. Des projets comme Magna Porta, c'est encore beaucoup plus difficile. Faire du développement économique dans ces conditions-là, c'est encore beaucoup plus difficile. Mais vous pouvez compter sur la détermination de l'ensemble des élus de l'agglomération et des services. C'est pas parce qu'un combat est difficile qu'il faut pas le mener, parce que quand vous le menez pas, vous êtes sûr de le perdre. Vous parliez tout à l'heure effectivement des rencontres que vous faites avec les chambres consulaires. Vous avez parlé à l'instant de la région Occitanie avec Carole Delga. Vous, à Nîmes Métropole, vous avez déjà réfléchi à des mesures concrètes, des aides concrètes pour les entreprises? Oui, mais je veux travailler en synergie avec les consulaires et avec la région. Parce que je constate qu'il y avait un certain nombre d'enveloppes qui avaient été préciblées et qui n'ont pas été utilisées. Pourquoi? Parce que des fois, au-delà de l'argent, et puis, vous savez, au-delà de l'argent, des subventions, ce qu'attendent les entreprises, c'est du chiffre d'affaires. Les subventions sont là pour aider les entreprises à passer un cap difficile, mais moi je veux mettre tout en œuvre pour que l'investissement, et on sait combien les collectivités territoriales, on en parle avec l'ensemble des maires, j'en parlais ce matin avec Jean-Paul Fournier, combien l'investissement public est synonyme de croissance dans ces périodes difficiles. Justement, concrètement, qu'est-ce que vous allez faire? Parce que je crois que la crise, depuis le début, en mars, vous a coûté 8 millions d'euros. On voit que vos recettes fiscales vont être un peu déstabilisées, il y en aura peut-être moins. Et on sait que votre agglomération est dans une situation financière difficile. Aujourd'hui, concrètement, lundi, vous avez un conseil communautaire. Qu'est-ce que vous allez engager comme projet? Comment vous allez faire travailler nos entreprises? Alors, lundi, il y a des délibérations, il y a un certain nombre d'ailleurs d'entreprises qui viennent s'implanter, il y a des travaux qui sont lancés. Mais ceci étant, je travaille avec l'ensemble des équipes sur ce plan de redressement. D'ailleurs, toutes couleurs politiques confondues, puisque tous les présidents de groupe sont conviés autour de la table, parce qu'on s'est donné jusqu'à la fin de l'année
pour prendre des décisions, et je m'en ai été exprimé au Conseil communautaire sur 3 leviers, la maîtrise des charges de fonctionnement, les leviers fiscaux et un lissage Oui, mais de ça, ce c'est qu'on le appelle le plan redressement. pluriannuel Ça, c'est le d'investissement. redressement. Aujourd'hui, les entreprises qui nous écoutent et Oui. qui peuvent encore travailler parce que c'est un confinement qui n'est pas aussi strict que mars, elles ont besoin de savoir si elles vont pouvoir répondre à des appels d'offres. Est-ce Mais- qu'aujourd'hui, concrètement, vu que vous pouvez travailler, vous Oui. allez enclencher des projets? Oui, Et si oui, lesquels? j'accélère. Regardez, on vient de passer la station de captage de l'avenue du Maréchal Juin. Il y a des travaux de préfiguration du T2. Les chantiers, j'ai demandé au service d'accélérer les procédures d'appel d'offres pour permettre, parce qu'on sait très bien, il y a des appels d'offres qui ont été lancés. Vous avez 40 jours ou 60 jours selon que l'appel d'offres est européen ou pas. Mais derrière, il faut que la machine continue à fonctionner, que lorsque les travaux sont engagés, les délais de paiement soient respectés, voire même qu'on puisse faire, quand on peut, des avances avant la fin des chantiers pour aider les entreprises à surmonter les difficultés actuelles. Merci beaucoup Franck Proust pour cette première partie d'interview. On vous retrouve dans quelques instants avec Aurélie toujours pour vous interroger là davantage sur des questions politiques. Je vous propose à présent de découvrir le reportage du jour à 48 heures de la rencontre à huis clos face à Metz. Le Nîmes Olympique espère enfin décrocher une victoire après les défaites contre le Paris Saint-Germain et à Bordeaux. Découvrons ces quelques images qui ont été tournées ce vendredi par notre journaliste Corentin Corget. Entre le Covid, les attentats et compagnie, franchement, au moins qu'il y ait un peu des sourires, quoi, parce que il y a des choses qui me font peur un peu. Épargnés par le reconfinement, les Crocos restent positifs et vont donc poursuivre leur lutte pour le maintien, même si désormais, il va falloir jouer à huis clos. Moi, je suis confiné, je vais au travail, je rentre chez moi, donc, et tous mes joueurs, ils font la même. Donc, ils vont au travail, enfin, du moins à Nîmes, nous, c'est comme ça, quoi. Après, je sais pas si c'est normal ou pas, mais en tout cas, on va continuer à faire notre métier, on peut le faire, on va continuer à le faire. Et on va essayer de donner du plaisir aux gens. Voilà, d'être là pour nos supporters, ceux qui vont rester à la maison, mais on va tout faire pour se battre pour eux, pour maintenir le club. C'est ça notre objectif, de pouvoir continuer à travailler. Et pour ceux qui restent à la maison, pour les gens qui restent à la maison, les supporters, on va essayer de leur donner du plaisir, voilà, de leur donner des émotions. On fait ce métier pour ça aussi. Et c'est dur parce que nous aussi, notre force, c'est le public. Mais après, il faut qu'on s'adapte aussi à jouer comme ça. Parce que je pense que c'est pour le bien de tout le monde aussi. Donc voilà, nous, on reste concentrés. Avec le public, ce sera vraiment un plus pour nous. Mais là, on va essayer de faire avec. Plus aucune âme dans le stade, cumulée aux absences de Zinedine Ferrat et très probablement celle d'Andrés Cubas. Pour autant, cela n'est pas un motif pour baisser les bras. C'est vrai que le public t'aide. À Nîmes, il nous aide beaucoup, il n'y a pas de problème. Bon, maintenant, on va faire ça. Donc on ne va pas trouver l'excuse, il n'y a pas le public, il ne nous aide pas, il ne nous pousse pas, donc on ne peut pas gagner les matchs. Et les autres, ils gagnent les matchs sans leur public aussi. Il n'y a pas de calcul à avoir là. Là, tu joues un match par week-end. On ne va pas parler de fatigue là. Oui, quand il y a eu la trêve internationale, les joueurs ils sont arrivés, ils ont fait 3 matchs en 10 jours, oui. Mais là, on ne va plus parler de fatigue. Là, il n'y a pas d'excuse. Il n'y a pas d'excuse. J'aime pas les excuses, c'est pour les faibles. Il faut gratter. L'année dernière, à la trêve, au mois de décembre, tu en avais 12. Bon, là, tu en as déjà 8. 8 points, mais pour Nîmes, 16e, qui a gagné une seule fois sur les 7 derniers matchs, l'écart se réduit sur la zone rouge avec seulement 2 points d'avance sur Strasbourg. L'adversaire de dimanche, Metz, reste quant à lui sur 5 matchs sans défaite. Mais plus tu gagneras de matchs à domicile, plus ton maintien, tu l'obtiendras rapidement. Voilà. Après, les équipes contre qui on joue, c'est pas des peintres. Parce que Metz, ils ont peut-être perdu leurs 2 premiers matchs, mais là, ils sont sur une série d'invincibilité. En cette période morose, c'est aussi l'opportunité de profiter des vrais plaisirs de la vie, à l'image de Moussa Koné, devenu papa. Ça fait plaisir aussi, tu vois. Rien n'a changé sur moi, mais c'est notre responsabilité. On va dire oui. Parce que je dors pas beaucoup la nuit et c'est normal. Allez, à présent, c'est l'heure du Vendredi Sport. Et on accueille tout de suite sur notre plateau Boris Boutet, notre journaliste. Bonsoir Boris. Bonsoir Abdel. Comment ça va depuis le mois de mai dernier ? Eh ben ça va toujours très bien. Bon, ce soir, vous nous parlez de la rencontre du Nîmes Olympique face à Metz, mais on a décidé de parler de cette rencontre côté messin. Donc ce samedi, Nîmes Olympique reçoit le FC Metz.
10e actuel du championnat. À quel type d'adversaire le Nîmes Olympique va-t-il faire face ? Eh bien, Abdel, c'est un adversaire en confiance que le Nîmes Olympique va affronter. Le FC Metz reste sur 3 victoires et 2 matchs nuls lors de leurs 5 derniers matchs. Donc voilà, c'est une équipe qui est en confiance, qui est en milieu de tableau parce qu'ils ont eu un calendrier qui est extrêmement compliqué en début de saison. Ils ont déjà affronté Lille, le PSG, Marseille, Monaco, donc beaucoup de gros, dans une moindre mesure Saint-Etienne. Mais malgré ça, ils sont en milieu de tableau. Et d'après plusieurs suiveurs du club, le jeu messin, encore plus intéressant, n'a jamais été aussi séduisant depuis une quinzaine d'années. C'est très étonnant en plus parce que je crois que vous aviez précisé qu'il y a un joueur, un attaquant notamment, qui est parti la saison dernière. Oui, en toute fin de mercato, Habib Diallo a quitté le FC Metz. Il avait inscrit 38 buts lors des 2 dernières saisons, donc c'était vraiment le goléador du FC Metz. Les Messins ont misé sur Ibrahima Niane pour le remplacer. Oui. L'attaquant sénégalais avait très bien débuté, l'attaquant sénégalais de 21 ans. Il avait inscrit 6 buts lors des 6 premières journées, mais malheureusement pour les Messins, il s'est blessé gravement, une rupture des ligaments croisés, et il est hors service pour plusieurs mois. Alors, à quelle équipe on va s'attendre dimanche sur la pelouse des Costières ? Eh bien, a priori, ça va être une équipe sans véritable avant-centre, même si Aaron Leia Iseka, l'attaquant de Toulouse, a signé jeudi et devrait être qualifié. Oui. C'est bien Opa Nguet, un ailier plutôt, qui devrait débuter à la pointe de l'attaque du FC Metz, qui devrait jouer en 4-3-3. Et puis on note le retour sur le banc de Frédéric Antonetti, l'entraîneur corse, un habitué de la Ligue 1. C'est une figure vraiment de cette première division en France. Il s'était arrêté pendant 2 ans pour aller au chevet de sa compagne qui était malade et qui est décédée au mois de juillet. Et là, il a fait son retour il y a 3 semaines sur le banc du FC Metz, donc ça fait plaisir un petit peu à tout le monde de le revoir. Effectivement, et côté nîmois, Nolan Roux devrait lui retrouver ses anciens coéquipiers. Et oui, il a passé une saison en Moselle, peut-être la meilleure saison sur le plan comptable pour Nolan Roux au cours de sa carrière. C'était en 2017-2018. Il avait inscrit à l'époque 15 buts lors de la saison. Une performance qui n'avait pas empêché Metz de descendre, malheureusement pour eux, en seconde division. Mais les Messins, les supporters, ne lui ont pas tenu rigueur. Il a été très largement ovationné lors de la dernière venue du Nîmes Olympique à Metz. Et pour la petite anecdote, c'était en mars dernier, juste avant le confinement, les Crocos qui vont retrouver le FC Metz là pour le début du reconfinement. Donc c'est vraiment une histoire de confinement avec le FC Metz. Lors de la dernière confrontation entre les deux équipes, le FC Metz s'était imposé 2-1. Bon, Boris, je suis obligé de vous poser la question. Vous avez scruté notre adversaire. Est-ce que vous pensez que dimanche, on a des chances de s'imposer ? Bien sûr, le Nîmes Olympique est à domicile, il doit s'imposer contre un concurrent direct au maintien, même si le FC Metz est bien parti, ça reste un concurrent direct au maintien. Une équipe qui a l'habitude de faire l'ascenseur entre la Ligue 1 et la Ligue 2 ces dernières saisons. Là, ils cherchent à s'installer désormais, mais le Nîmes Olympique a bien évidemment des arguments, notamment avec ce qu'ils ont montré lors de nombreuses rencontres à domicile. Bon, un pronostic ou pas ? Ou vous vous aventurez pas dans le pronostic ? On va peut-être pas s'aventurer dans le pronostic, mais on peut quand même espérer une victoire pour les Nîmois. En tout cas, c'est ce que les joueurs d'Arpinon vont viser. Merci beaucoup, Boris, pour votre intervention. Est-ce que vous revenez vendredi prochain pour un autre numéro du Vendredi Sport ? Eh bien oui, je vous présenterai peut-être l'équipe d'Angers, du coup. Merci, Boris. Passez un très bon week-end. Allez, à présent, on part dans le Gard. Et je vous propose pour cela de retrouver Corentin Corget, notre journaliste. Il est allé à la rencontre d'André Brundu, le maire d'Aubord et président de la communauté de communes Petite Camargue. C'est une nouveauté dans 19h le live. Découvrons donc le premier numéro d'aujourd'hui dans le Gard. Et oui, Abdel, nous sommes avec André Brundu, maire d'Aubord et président de la communauté de communes de Petite Camargue. Les maires, évidemment, très sollicités actuellement, déjà en premier lieu avec la mise en place de ce deuxième confinement. Comment ça se passe ? On est au premier jour dans votre commune, monsieur le maire. Donc la problématique pour nous dans ce premier jour, c'est surtout préparer, et nous n'avons que peu de temps d'ici lundi, préparer la rentrée des classes. C'est notre plus gros souci actuellement, donc mettre en place le protocole un peu comme le mois de mars d'ailleurs. Et donc nous y sommes malheureusement préparés. Donc nous sommes en train de mettre en place, nous avons encore un rendez-vous cet après-midi à 15h avec le directeur de l'école primaire, en fait des écoles primaires et maternelles, pour affiner cette rentrée scolaire en mettant le maximum de sécurité et afin que tout se passe bien. Le fait d'avoir même pour la restauration scolaire aussi.
Le fait d'avoir déjà eu un aperçu, ça permet de se préparer un peu mieux? Nous sommes malheureusement, oui, un peu plus entraînés, je dirais, oui. Mais bon, c'est quand même triste la période que nous sommes en train de vivre. Hein. On est au milieu de votre commune, c'est vrai que ce matin il y a des rideaux qui se sont fermés, voilà, on imagine que forcément il y a un peu de tristesse quand on voit ces commerçants la tête basse, vous avez dû en rencontrer ce matin. Oui, donc les commerçants alimentaires sont ouverts, bien sûr, le tabac est ouvert, et puis tous les autres qui ont fermé. Et là, c'est une profonde tristesse. Puis je pense que là-dessus, qu'elle-même, il y a un manque de discernement. Quand on voit Géant ou certaines grandes surfaces qui sont ouvertes, d'électroménager, ainsi de suite. Nous, dans un petit village comme le nôtre, nos petits commerces, l'esthéticienne, les coiffeurs, quoi, on a de toute façon beaucoup moins de monde et c'est plus facile à gérer pour nous. C'est un manque de discernement, je pense, au niveau national. Des petits villages comme nous, moi je prends mes responsabilités. Moi je pense qu'un maire comme je le suis doit pouvoir dire nous on peut. Voilà, parce qu'il y a beaucoup moins de risques, il y a beaucoup moins de monde. Nos commerçants ont toujours tout respecté. Toutes les mesures qui ont été mises en œuvre ont été respectées à la lettre. Et voilà, c'est une personne à la fois, c'est deux personnes. Quand on voit des grandes surfaces, c'est pas une ou deux personnes, hein, c'est beaucoup de monde. Je trouve qu'à nous donner des responsabilités, allons jusqu'au bout. Bien sûr. Un dernier mot pour terminer sur le plan Vigipirate qui du coup a été activé après les attentats d'hier. Ça vous rajoute aussi de l'organisation, des difficultés avec certains événements par rapport à la Toussaint aussi et dimanche et les gens qui vont se recueillir. Eh oui. Bon, alors les gens qui vont se recueillir, il y a une certaine tolérance d'ici le premier, la Toussaint. Donc voilà, après Vigipirate, une commune comme la nôtre, 2450 habitants, on n'a pas un policier devant chaque édifice public ou commerce. C'est très compliqué, donc on fait ce qu'on peut, on est vigilant. Mais donc ça veut dire on met des barrières, comment on fait? On met des barrières, on fait ce qu'on peut. On essaye de suivre à notre échelle les préconisations de l'État, mais qui sont encore une fois pour un village comme le nôtre difficiles à mettre en place parce qu'on n'a pas les moyens matériels ni humains. Bon, on garde quand même le moral. Bien sûr, on garde le moral, oui. Il faut l'avoir, il faut que tous les Français l'aient. Qu'on se batte parce qu'il faudra bien qu'on sorte un jour ou l'autre de ces moments qui sont compliqués dans la relation sociale avec les gens. Il n'y a plus rien, quoi. On est triste. Tout le monde est triste. On subit. Alors, Monsieur Proust, on entendait le maire d'Aubord et des difficultés aussi pour des maires de petites communes pour faire face à cette crise sanitaire, aux mesures de confinement. Je ne sais pas quel message vous avez envie de passer au maire d'Aubord, même s'il ne fait pas partie de Nîmes Métropole, mais c'est bien évidemment lui aussi un président d'une communauté de communes. J'étais à sa rencontre parce que ça a été une volonté politique de ma part d'aller voir les présidents de PCI qui étaient voisins, parce que autant j'étais contre, vous le savez, la métropolisation, autant quand on parle d'économie, j'ai toujours défendu par exemple une aire économique métropolitaine. Et dans sa commune, vous avez Perrier, vous avez Royal Canin qui est pas loin, et on co-gère un peu le PTB du Vistre. Et en plus, André est quelqu'un que je connais et que j'apprécie, parce que j'ai présidé le SCOT de 2007 à 2014, j'étais le président, c'était mon vice-président. Donc c'est quelqu'un avec qui j'échange, avec qui on partage nos expériences, et avec lequel on a prévu de se voir régulièrement parce que lui aussi connaît des difficultés. Il pourrait y avoir des partenariats entre les deux. Tout à fait. Ne serait-ce que sur un plan économique, et puis échanger les expériences. On peut prendre de nos difficultés, de nos atouts Bien aussi, sûr. Et c'est toujours intéressant. Et en plus, j'ai vu qu'il a recruté récemment un de mes amis, Anthony Chasse, qui a été conseiller municipal, comme directeur général des services, il me semble. Et donc, voilà, ça va. On a quelques affinités communes. Un mot également sur le Nîmes Olympique, parce qu'on est allé un peu vite tout à l'heure avec Boris. C'est quoi votre sentiment, vous, sur ce début de saison du Nîmes Olympique et le nouvel entraîneur, Jérôme Arpinon? Jérôme est quelqu'un que j'aime beaucoup, que j'apprécie, on se connaît bien depuis longtemps. Je dirais que le début de saison est satisfaisant, mais c'est un championnat qui est difficile, où il ne faut rien lâcher, là aussi, chaque point va compter. Et on fait un début de saison correct, 8 points en 8 rencontres. Ceci étant, Metz fait partie de notre championnat.
J'ai été très déçu dimanche dernier à Bordeaux. Là, j'ai regardé le match à la télé parce que c'est un match qu'on n'aurait jamais dû perdre. Bon, un penalty litigieux derrière. Bon, on se relâche, on prend le deuxième but, mais on tenait. Et heureusement qu'on a gagné le derby à Montpellier parce que sinon on serait pas très bien. On voit que l'écart aujourd'hui entre le dernier, enfin en tout cas le premier relégable et Nîmes Olympique se resserre. Donc dimanche, c'est déjà un match important et on a 2 matchs à domicile, Metz et Angers. Et j'espère qu'on va faire le plein des points parce que c'est des points qu'il faut prendre. Merci beaucoup, Monsieur Franck Proust. Vous restez avec nous pour la deuxième partie de l'émission, puisqu'effectivement, c'est la fin de 19h le live, mais uniquement la première partie. Restez avec nous. On va revenir dans quelques petites minutes pour 19h le live. La suite au programme, la deuxième partie de l'interview de Franck Proust, notre invité, la minute reconfinement, et on aura des nouvelles du DJ nîmois Greg Delon. A tout de suite sur Objectif Gare.